Fatih Alaouni est en place, ses invités sont là, c'est l'heure de faire entrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fatih Alaouni. Le nouveau président américain fait des vagues et inquiète de plus en plus par ses déclarations tonitruantes. Des déclarations qui préoccupent en réalité toute la communauté internationale, parmi elles, parce qu'elles sont très nombreuses, celles sur la politique israélo-palestinienne. Donald Trump a affirmé que dès son entrée au pouvoir, il ferait un transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Al-Quds, un transfert qui serait dévastateur s'il avait réellement lieu. Barack Obama a essayé de protéger cette mesure. Il a signé un décret qui gèle jusqu'au 1er juin 2017 le transfert de l'ambassade, mais que fera Trump à la fin de cette période? Autre grosse inquiétude, c'est la nomination du nouvel ambassadeur des États-Unis, un partisan de la colonisation. Son nom, David Friedman. Il a publiquement pris ses distances avec la solution de deux États et ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'Israël annexe une plus grande partie de la Cisjordanie. L'éventuel transfert de l'ambassade américaine était au cœur des discussions dimanche dernier à Paris, où s'est tenue la conférence sur le Proche-Orient. 75 pays ont participé, dont le Maroc, ainsi que des organisations internationales. Ils ont réaffirmé leur engagement pour la solution à deux États, mais force est de constater que la communauté internationale elle-même ne fait pas bloc sur le sujet. Avec nous ce matin pour en parler, en direct de Bethléem en Cisjordanie, Fadi Katam, analyste palestinien. Bonjour Fadi. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci d'être avec nous ce matin. Également avec nous, cette fois-ci en direct de Paris, Agnès Levallois, spécialiste du Proche-Orient. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors concernant le transfert de l'ambassade américaine, il est important de rappeler à nos auditeurs qu'une loi en ce sens a été votée aux États-Unis en 1995, mais ni les présidents Clinton, ni Bush, ni encore Obama ne l'ont appliquée au nom de la sécurité nationale. La grande question qui se pose aujourd'hui, Fadi, est-ce que les choses pourraient changer avec Trump? Vous savez, avec Trump, depuis sa campagne jusqu'à aujourd'hui, on voit cette opération séduction d'Israël, où Trump, on a l'impression du prisme palestinien, en voyant les choses d'ici, qui tient un discours qui est encore plus radical que la droite israélienne. Euh, Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est l'annonce du transfert de l'ambassade. On craint que ça va être fait le jour de la fin de ce gel signé par Obama. Et ça voudrait dire quoi sur le terrain? Ça voudrait dire la fin d'une possibilité d'une solution à deux États. Voilà, la question qu'on se pose finalement, c'est si on dit fin de solution de deux États, est-ce que ça veut dire un État? Et un État, dans ce cas-là, on va être très optimiste en disant est-ce qu'on va vers la solution qui avait été proposée par les Palestiniens avant 88, donc un État binational? Je ne le pense pas. Je pense qu'on voit un soutien de la part de Trump et dans le choix qu'il fait, que ce soit son ambassadeur pour Israël ou la nomination de son beau-fils comme médiateur du Moyen-Orient pour la résolution du conflit du Moyen-Orient. C'est une position très clairement en soutien de la colonisation israélienne continue tous les jours sur les terrains. On pensait, quand Trump a commencé sa campagne, on pensait que la période dans laquelle Trump serait président, il n'interviendrait pas, mais il laisserait faire Israël. Et les gens ont craignait ça. Aujourd'hui, on voit plutôt une position radicale de soutien complet à Israël dans sa politique de colonisation. Et ça, c'est un désastre, je pense, pour le peuple palestinien et pour la solution de deux États. Quelle est la réaction que vous voyez, vous, Fadi, sur le terrain? Comment réagissent en ce moment les Palestiniens? Je vais vous dire je pense qu'il y a deux réactions. Il y a la réaction des Palestiniens en général, et les gens sont inquiets, sont concernés. Et puis il y a la réaction du leadership palestinien qui se retrouve dans une position très sensible. C'est que l'autorité palestinienne survit notamment grâce à l'aide américaine, que ce soit l'implication de l'Agence de développement américaine, USAID, sur tout ce qui est projet d'infrastructure en Cisjordanie, ou le soutien direct des États-Unis à la trésorerie palestinienne. Et donc, on a entendu depuis quelques semaines, le jour même de la nomination de Friedman,
une réaction de M. Saad al-Arqad, donc le secrétaire général de l'OLP, et le chef négociateur, une réaction qui était très, très peu, très peu marquée, où finalement il disait on va attendre de voir ce que fera Trump sur le terrain. Depuis, M. Abbas a été très clair, le président palestinien, en disant le transfert de l'ambassade va créer un chaos sur le terrain. Et je pense que le leadership palestinien est coincé. Nous sommes coincés puisque nous sommes dans une situation économique difficile où cette autorité palestinienne ne survit que grâce à l'aide internationale. Et d'un autre côté, avec une prise de position, on l'a vu à Paris, une prise de position très, très peu soutenue finalement de la communauté internationale. Oui. Effectivement, les 70 pays ont répondu présent à la conférence à Paris. Et on voit hier le Royaume-Uni qui bloque la résolution à l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez lu le texte de ce communiqué. C'est un communiqué qui réaffirme ce qu'on dit depuis 1948. Donc oui, pas vraiment. Vous avez parfaitement raison. Pas vraiment de grosses nouveautés. Agnès Levallois, communauté internationale représentée à Paris, il y avait le G20, il y avait les 28 membres de l'Union européenne, il y avait les pays de la Ligue arabe. Mais on s'est aperçu, en effet, comme dit Fadi, on s'est aperçu qu'elle ne faisait pas bloc. Non, mais c'est bien ça le problème depuis le début du conflit israélo-palestinien, c'est qu'il n'y a pas de position unanime de la part de la communauté internationale, même si on a vu en décembre, avec le vote au Conseil de sécurité de la résolution condamnant la poursuite de la colonisation, où pour la première fois les États-Unis se sont abstenus, donc ils n'ont pas voté contre, ce qui était un élément très nouveau. Mais en dépit de cette résolution, c'est vrai qu'on voit bien qu'il n'y a pas de position unanime. Alors, ce qu'on peut voir dans le contexte actuel, c'est que si l'Union européenne arrivait à se mettre d'accord sur ce conflit, on pourrait envisager des choses tout à fait différemment. Mais le fait que la Grande-Bretagne, qui est encore membre de l'Union européenne pour l'instant, se désolidarise, si je puis dire, quand même de cette conférence de Paris, puisqu'elle n'a pas signé le communiqué et qu'hier elle a bloqué la résolution, on voit bien que tant que l'Union européenne ne fera pas bloc, ça ne permettra pas de faire un contrepoids à l'influence américaine sur ce dossier, puisque l'on sait quand même que l'Union européenne est le premier contributeur financier à l'autorité palestinienne. Donc c'est vrai que l'Union européenne pourrait avoir un rôle politique important, puisqu'elle a un rôle économique déjà, mais que les dissensions au sein de l'Europe ne permettent pas d'avoir des résultats concrets sur le terrain, permettant de dire à Israël, il y a telle ou telle ligne rouge qui ne doivent pas être franchies par cet État. Et le drame aujourd'hui de ce conflit israélo-palestinien, et là, c'est cette absence de capacité de l'Europe à pouvoir être un vrai acteur sur le terrain, un vrai acteur diplomatique permettant de contrebalancer cette politique américaine qui, elle, est véritablement toujours en soutien indéfectible de l'État d'Israël, même si ces derniers mois, avec Barack Obama, il y a une petite inflexion, mais elle est arrivée bien trop tard pour renverser l'ordre des choses. Et avec l'arrivée de Trump, effectivement, on peut être que très, très inquiet avec la nomination du nouvel ambassadeur qui est clairement pro-colon, donc qui soutient la colonisation dans les territoires palestiniens. Or, on va y revenir dans un instant sur David Friedman. Il y a quelque chose qui a étonné quand même beaucoup par rapport à cette conférence de Paris, Agnès Levallois. Le fait que Netanyahou ne veuille pas, refuse d'y aller, rejette l'invitation. Pourquoi la France, à votre avis, de ce fait, n'a pas invité le président palestinien ? Écoute, on est toujours dans la même situation avec ce conflit israélo-palestinien, avec ce sentiment que la France a souvent exprimé, d'ailleurs, qu'il fallait absolument tout faire pour éviter de braquer le partenaire israélien, et que si on maintenait l'invitation qui avait été faite à Mahmoud Abbas, en l'absence de Netanyahou, ça allait braquer un peu plus les Israéliens et que ce serait contre-productif. Et c'est ça le message des diplomates français qui s'occupent de ce dossier, c'est dire qu'on ne peut pas braquer encore plus les Israéliens qui déjà étaient fermement opposés à la tenue de cette conférence. Donc il y a eu un recul très net de la part de la diplomatie française sur ce sujet précis, ce que je pense regrettable, parce que c'est vrai que le fait que Netanyahou ait refusé de venir alors que Mahmoud Abbas ait accepté de venir, il fallait le mettre absolument fallait le laisser cette attitude et laisser Netanyahou assumer cette responsabilité du fait qu'il ne venait pas. Mais on est toujours, si vous voulez, dans
dans cette position en France à vouloir faire attention aux deux parties. Et donc, on arrive à cette solution où on a désinvité, si je puis dire, Mahmoud Abbas, qui lui avait donné son accord à venir à cette conférence. Alors, autre déclaration, Fadi Katam, de Trump, qui concerne toujours le Proche-Orient. Vous en parliez à l'instant, Agnès Levallois, c'est ce fameux vote du Conseil de sécurité. Pour la première fois, les États-Unis n'ont pas opposé leur veto, mais on se souvient tous du petit coup de fil, quelques jours plus tard, de Donald Trump à Benyamin Netanyahou en lui disant que, quoi qu'il en soit, dès qu'il arriverait au pouvoir, il remettrait ça en cause. Le peut-il vraiment ? Vous savez, est-ce qu'il le peut? Non, il ne peut pas revenir sur une décision du Conseil de sécurité. Par contre, la politique américaine peut être faite librement, puisque cette résolution du Conseil de sécurité qu'on a tous accueillie avec joie, finalement, elle ne change rien sur le terrain. C'est une résolution qui va, moi personnellement, je pense, va se retrouver avec les 74 autres résolutions passées contre la politique d'occupation israélienne passées aux Nations Unies. Ce qui a été le changeur, ça a été justement le fait que les États-Unis se soient abstenus du droit du veto. Donc ça fait depuis 1981 que les États-Unis bloquent systématiquement toutes les résolutions contre Israël aux Nations Unies. Mais en réalité, cette résolution elle-même n'a pas de portant. Elle ne va pas être mise en place. On ne voit pas aujourd'hui un boycott total des produits de colonies qui se met en place. On est encore oui, mais Fadi, excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi, Fadi. Il choisit quand même le représentant des États-Unis en Israël, un partisan, un fervent de la colonisation. Ça, c'est un fait. C'est déjà fait. Donc, ce que je dis, c'est que Trump, même avec cette résolution du Conseil de sécurité, ça n'a aucune obligation vis-à-vis de la politique étrangère américaine vis-à-vis d'Israël. Trump doit mettre en place ce qu'il annonce clairement, c'est un soutien total à la colonisation israélienne, un soutien total à la politique de Netanyahou, du gouvernement Netanyahou, et je dirais même, ce qu'on craint aujourd'hui sur le terrain, c'est un pas en arrière vis-à-vis du soutien à l'État palestinien, vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Je pense qu'on verra dans les mois à venir une désolidarisation américaine, que ce soit par les organes d'aide américains ou le soutien technique et financier à l'autorité palestinienne. Je pense qu'il y aura un retour et que, vu la composition du Congrès américain et la politique de Trump, je pense que l'autorité palestinienne perdra le peu de soutien qu'elle reçoit déjà des institutions américaines. Que Trump va mettre en place cette politique de soutien aveugle à la politique israélienne. Il est 8h17, Donald Trump. Youssef Ksir l'analyse depuis quelques temps déjà. Je vous propose de l'écouter. Radio 2M. Youssef Ksir nous prend de court. Alors tout le monde appréhende l'arrivée de Trump au pouvoir, tous les pays s'interrogent sur sa capacité à gouverner la plus grande puissance mondiale, mais personne ne s'est interrogé sur ses connaissances en géographie. Je n'ai fourni aucun effort pour écrire cette chronique, je vous le dis directement, je n'ai fait que citer les paroles de Donald Trump. Premièrement, il trouve que la Belgique est une ville formidable. D'ailleurs, moi aussi. J'ai hâte que Mona Belgrini nous fasse visiter cette ville à travers un livre, un film et une chanson. Heureusement que les Belges ont de l'humour. Deuxième chose, un homme abattu dans un commissariat de police. À Paris, l'Allemagne est vraiment dans un état déplorable. Ce sont les mots de Donald Trump. Ici, il y a quand même une petite ambiguïté. C'est soit il a révisé l'histoire dans un bouquin de 39-45, soit il n'est pas au courant du débarquement. Situé Paris en Allemagne, je pense que c'est même pas la peine de lui poser la question sur où se trouve la Normandie. Pour illustrer les dangers de l'immigration clandestine entre les États-Unis et le Mexique, il montre une vidéo d'immigrants qui essayent de passer en Espagne depuis le Maroc. Une fois que les médias ont pu pointer du doigt l'erreur, les responsables de campagne expliquent que cette vidéo était utilisée juste pour illustrer les dangers de l'invasion des immigrants. Donc pour Trump, le Maroc et le Mexique, c'est la même chose. J'ai envie de dire, ay caramba. Je pense que Donald Trump est lié au décès de Jean-Christophe Victor, le célèbre présentateur des dessous des cartes. Au milieu de toute cette inculture de Donald Trump, et notamment en géographie, je pense que les Palestiniens ont encore une chance. Si ça se trouve, Trump se trompera complètement de pays et installera son ambassade à Pyongyang au lieu de Jérusalem.
faut l'espérer à la limite qu'il ait des problèmes de géographie. Fadi Ketam, quand a été annoncé le nom justement du nouvel ambassadeur américain, là aussi j'aimerais avoir un petit peu votre réaction. On parle d'un homme qui connaît bien le Proche-Orient, d'un homme qui parle hébreu, un homme qui dit clairement qu'il n'est pas pour la solution à deux États, un homme aussi qui, je le disais tout à l'heure, est pour la colonisation, mais qui parle aux Israéliens en leur disant je vais arriver, vous allez voir, les choses vont réellement changer. Oui, vous savez, un homme qui connaît bien le Proche-Orient, je veux dire plutôt un homme qui connaît très bien Israël et qui ne connaît pas le reste du Proche-Orient. C'est le danger, la nuit de cette situation, c'est que finalement, c'est un Américain qui est baigné dans la culture israélienne et qui représente l'extrême droite israélienne par son soutien personnel déjà au mouvement de colons. Donc son arrivée est probablement son arrivée à Tel Aviv pour bouger l'ambassade vers Jérusalem, ce sera, je pense, sa première mission, et son soutien déclaré au mouvement des colons. Qu'est-ce que ça donnera sur le terrain? Je pense personnellement que ça va donner surtout une mise en avant de gens comme Naftali Bennett, ou de la droite israélienne, du mouvement de colons, qui déjà est très bien représenté dans le gouvernement actuel israélien. Ça les encouragera à continuer. Et puis, vous savez, Israël a gelé cette fameuse décision d'évacuer les colons de la colonie, entre guillemets, illégale, puisque dans le droit international, toutes les colonies sont illégales, mais la colonie sauvage illégale d'Amona, ça a été gelé, je pense que ça a été gelé jusqu'à l'arrivée de Friedman et de Trump au pouvoir, où là, ils soutiendront le fait que les colons d'Amona restent et que la légalisation de ces colonies sauvages se fera sous Trump pour continuer à agrandir la présence de colons israéliens en Cisjordanie. Agnès Levallois, lorsque l'on parle soutien américain, pas soutien américain, communauté internationale qui ne fait pas bloc, l'Europe qui ne fait pas bloc, est-ce que ce sont, et c'est important pour nous de l'expliquer à nos auditeurs, beaucoup ont peur de se désengager avec les États-Unis, on parle finance. C'est vrai que la question est posée et risque d'être très, très inquiétante. C'est-à-dire que le premier soutien à l'autorité palestinienne en termes économiques vient de l'Europe. Donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de remise en question, en tous les cas, de ce soutien économique européen à l'autorité palestinienne. Je crois que la seule chose sur laquelle on puisse insister aujourd'hui et qui va devoir être l'outil des diplomaties, ça va être d'exiger le respect du droit international. Je crois que la seule façon de se sortir avec l'arrivée de Trump et donc des conséquences que ça va pouvoir avoir sur la relation entre les Américains et Israël, ça va être que les autres parties, les autres pays reviennent au droit international en exigeant cette application du droit international, puisque Trump veut transférer l'ambassade à Jérusalem, mais ça c'est contre le droit international. Donc il me semble que la seule voie d'action qui va devoir être utilisée par les différentes parties, ça va être d'essayer de remettre, de brandir ce droit international et d'essayer de faire en sorte qu'on se réapproprie ce droit qui est largement bafoué depuis maintenant pratiquement 70 ans. Vous y Ça croyez Vous y croyez, Agnès Levallois? Écoutez, ce que je me dis, c'est que Trump n'arrête pas de faire des déclarations les plus délirantes les unes que les autres, mais il y a un moment où s'il met le feu partout à travers le monde, on voit déjà ses déclarations à l'égard de la Chine, on voit ses déclarations à l'égard de l'Europe, on voit ses déclarations de l'OTAN, l'Allemagne, Israël. Est-ce qu'il va pouvoir tout seul faire la guerre absolument partout si tout le monde commence à réagir? Parce que ce qu'il est en train de promettre, ça va être de mettre le feu à la planète dans sa globalité. Donc il y a un moment, j'ose espérer quand même qu'il va y avoir un principe de réalité qui va s'imposer, que c'est avant tout un homme d'affaires. Donc l'économie pour lui c'est quelque chose d'important. C'est grâce à l'économie qu'il est devenu ce qu'il est devenu.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où cette réalité économique va prendre le dessus sur toutes ces déclarations les plus délirantes qu'il est en train de faire? Alors, C'est je encore sais qu'en plus disant ça, ça inquiétant, je donne trouve, ce que vous dites, le... parce que si effectivement, et on sait effectivement que c'est un homme d'affaires, s'il se fie à la finance et à l'argent, c'est pas justement, je veux dire, côté israélien, il n'ira que davantage, il ne s'engagera que davantage vis-à-vis d'Israël. Il s'engagera davantage et en même temps, Israël coûte très cher. Je veux dire, ne n'oublions pas quand même la mesure qui a été signée par Obama avant de rendre les clés de la Maison-Blanche, c'est cet accord sur les 38 milliards de dollars accordés à Israël sur les prochaines années. Donc c'est vrai que ce soutien financier économique à Israël de la part des États-Unis est massif et que Obama, avec toutes les critiques qu'il n'a cessé de prononcer à l'égard de Netanyahou ces derniers mois et ces dernières années, ça ne l'a pas empêché de signer cet accord de cette aide de 38 milliards de dollars. Donc ce soutien de toute façon américain à Israël n'a jamais été remis en question et n'a pas été remis en question même par Obama en dépit de ses déclarations. Mais ce que je veux simplement dire, bien sûr que c'est inquiétant ce que je dis sur l'attitude de Trump, mais il y a peut-être des mesures qu'il ne va pas mettre en œuvre face justement à la réaction que ça peut... On sait très bien que si le transfert se fait à Jérusalem de la fameuse ambassade américaine, déjà la situation dans la région est absolument catastrophique, Il mais faut elle le s'attendre à sera un encore embrasement de la plus. région. On peut s'attendre à un embrasement parce que là, tout le monde arabe peut réagir face à cette mesure qui sera une mesure considérée comme une déclaration de guerre des États-Unis à l'égard du monde arabo-musulman. Donc, est-ce qu'il va aller jusque-là? On a le sentiment que oui, qu'il est tout à fait capable de le faire, mais est-ce que ça ira jusqu'au bout? Alors, je dirais que je me raccroche à cet infime espoir, tant je pense que les conséquences seront absolument catastrophiques pour le Moyen-Orient, mais pas que pour le Moyen-Orient, avec des conséquences un peu partout à travers le monde, dans des pays où il y a des communautés juives et musulmanes importantes, et je pense bien évidemment à la France aussi. Fadi Katam, vous êtes du même avis? Parce que c'est super Je le pense, inquiétant ce oui, que tout vous à nous fait. dites ce matin, tous les deux. Je, je, je pense que la réaction le jour où ce transfert d'ambassade se fera viendra du monde arabe. Beaucoup, je pense, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la réaction en Palestine. Ben, Parce bien sûr. qu'il faut qu'on regarde les choses clairement. Le monde arabe, si on parle du Golfe Persique, je pense que ce sera des alliés économiques à Trump et qu'il n'y aura aucune réaction venant du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats et autres. On le voit d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, où leur engagement sur la cause palestinienne est très limité politiquement. Donc, le Golfe Persique, je pense, ne réagira pas. La réaction viendra de la Palestine, du terrain palestinien, viendra de la Jordanie. Il faut aussi se rappeler que la Jordanie est le gardien des lieux saints de la fin. Donc la Jordanie aura une réaction très difficile. Et d'ailleurs, c'est un volet dont on parle très peu. La relation américaine-jordanienne, je pense, avec l'arrivée de Trump, sera difficile à gérer aussi. D'un côté, la Jordanie est le gardien des lieux saints musulmans à Jérusalem, et d'un autre côté, la Jordanie est l'allié américain dans la région et le seul pays stable au Proche-Orient. Donc je pense qu'on va voir beaucoup de changements sur le terrain dans les mois à venir, et l'embrasement qui sera provoqué par cette ambassade américaine à Jérusalem sera vraiment, je pense, le renouveau entre guillemets, j'utilise le mot avec précaution, mais d'une intifada palestinienne, une nouvelle intifada palestinienne. Et quelle forme elle aura et quelles seront les conséquences. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Fadi Katam en direct de Bethléem et Agnès Levallois qui était en direct avec nous de Paris. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère vous revoir très prochainement pour de meilleures nouvelles, mais en même temps, j'y crois pas trop non plus, quoi. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.